Merci à tous les deux. Donc j'aurai trois petites questions à vous poser pour lancer ces témoignages. On s'est inspiré un petit peu justement de remèdes et des témoignages croisés de deux personnes vivant avec le VIH de différentes générations. Donc Jean-Michel, je vais commencer par toi et après je te laisserai répondre aussi à la question. Première question, quand avez-vous découvert votre séropositivité et quels ont été les impacts sur votre vie ? Alors Jean-Michel, excusez-moi, j'ai perdu ma voix complètement hier soir. Je ne suis pas habitué à votre climat, je suis désolé, je vis en Guadeloupe. C'est un peu compliqué pour moi. Donc ça a été découvert en 95, j'avais 35 ans. Donc ça fait, vous calculez, ça fait un peu de temps, une trentaine d'années à peu près. Ça s'est découvert au bilan de ma compagne de l'époque. Son bilan pour une grossesse, c'était à 3 mois de grossesse. Donc voilà, donc ça a été l'impact, ça a été la sidération de l'un et de l'autre, l'incompréhension. Et puis très vite, moi j'ai décidé en tout cas, on n'était pas un peu sur la même longueur d'onde, elle et moi à l'époque, et voilà, et que le VIH, enfin on parlait même pas de VIH, quand on parlait de SIDA, le SIDA ne me gâcherait pas ma vie, ni le SIDA, ni quiconque. Quand je dis quiconque, aucune personne qui pourrait m'interpeller ou me discriminer. J'avais décidé que rien ne gâcherait ma vie. J'avais 35 ans, j'avais encore un peu de temps, on va dire. C'est pas ce qu'on nous disait à l'époque. Alors donc après, il y a eu cette décision-là. Mais très vite, quand même, j'ai mis en place des stratégies d'évitement qu'ils ont demandé pendant de longues années. Heureusement, tout ça, c'est le passé. Qui m'ont demandé beaucoup d'énergie. Ça a été très, très, très compliqué. Beaucoup d'énergie, voilà. Comme j'ai plus beaucoup d'énergie, j'ai 64 ans maintenant. Donc les évitements, c'est fini. J'y vais, il n'y a pas de souci. Après, bon, j'ai fait un chemin, voilà, et que d'autres plus jeunes n'ont pas encore fait, et je peux comprendre. Les autres impacts, moi, c'était mon engagement aussi. Je n'avais pas d'engagement spécialement contre le VIH. Donc, on a confondé avec des amis séropositifs. On a confondé la première association en Guadeloupe de séropositifs, qui existe toujours. On va fêter nos 20 ans. Voilà. J'en suis le président aujourd'hui. Je suis passé par toutes les étapes, membre, trésorier, enfin bref, vous connaissez le truc. Et voilà, donc aujourd'hui, président, on a commencé nos actions de soutien et d'accompagnement au PVVIH. Enfin, nous-mêmes, quoi. Puisque le CA était constitué pratiquement à 95% de séropositifs. Les 5%, c'était des séroconcernés, des compagnons, des compagnes, etc. Alors, ça a tellement bien marché que l'association, elle peut tomber en désuétude, puisque tout le monde s'est senti mieux. Et beaucoup d'entre nous qui sont toujours au CA ne veulent plus s'investir dans les actions. Donc, on a modifié un petit peu nos missions. À un moment donné, on s'est intéressé aux groupes vulnérabilisés. Nous, on a travaillé beaucoup, on travaille toujours avec les TDS, par exemple, avec les usagers de drogue. Ça, le tournant a été pris en 2013. C'est à ce moment que j'ai pris la présidence. On a eu des subventions, des financements européens dans le cadre d'Interreg. C'était de la coopération Caraïbes. C'était à une époque, là, on est revenu à des moyens beaucoup moins importants. Il nous reste SIDAction, merci Florence. Il nous reste l'ARS. C'est un combat difficile, l'ARS. Alors j'ai appris ce matin, je ne comprenais plus pourquoi on n'avait plus de campagne en Guadeloupe, Martinique, Guyane. J'ai compris, monsieur Étienne, Nicolas. Voilà, donc voilà, j'ai compris. Alors pour un pays une région qui est une des 3 les plus touchées, Martinique, Guadeloupe, Guyane, je rappelle. C'est un peu étonnant quand même. Voilà. Ça, je le répète à chaque fois, c'est mon côté un peu militant. Mais je m'éloigne un petit peu des impacts, Julia. Donc voilà, je vais noter ce que j'ai oublié. Alors, Confondation de Guadaniver, c'est l'association. L'engagement. Alors, il y a un truc que j'ai vécu aussi, mais ça c'était avant I égale I. J'ai J'ai utilisé la PMA à risque viral. Et pour rien, en fait. Mais on ne le savait pas à l'époque. Voilà, donc ma fille, qui a 14 ans aujourd'hui, est née de cette PMA qu'on a fait à Cochin. Ça aussi, c'était le parcours du combattant avec ma compagne. Et j'avais rencontré pourtant une semaine avant le professeur Hirschel, qui m'avait convaincu, à Genève, qui m'avait convaincu que vous pouvez y aller, faites votre enfant tranquille, il n'y a pas de souci. Voilà, mais on était déjà dans le processus, donc on a été jusqu'au bout. Voilà.
c'était bien, mais on ne regrette pas. Hein, on a une belle fille à présent. Voilà. Sinon, les impacts, après, bon, on peut développer, hein, mais voilà. Merci. Alors. Ouais, merci Jean-Michel. Bonjour à tous. Désolée, j'ai un peu le trac parce que pour moi, c'est la toute première fois que je prends la parole en public vu mon statut sérologie. Je suis Kélia, j'ai 34 ans. J'ai découvert mon statut en septembre 2023 lorsque je suis allée faire un bilan de santé et j'ai dit au laboratoire, ça faisait un bail, donc je vais faire mon test. Et j'étais tellement sûre de moi que je n'avais rien. Parce qu'avant de venir en France, avant d'immigrer en France, j'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais dans la santé, aide-soignante. Et je faisais mon test régulièrement, je sensibilisais, je me faisais dépister aux yeux, devant tout le monde, pour montrer que je n'avais rien. Donc, quand on m'a dit que je suis séropositive, franchement, c'est comme si le monde me tombait sur la tête. C'est comme, malgré que j'avais des notions sur le VIH et tout. Désolée. C'est comme si le monde me tombait sur la tête. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Au sorti de là, du labo, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. J'ai même redemandé qu'elle me fasse un autre test et tout. Mais je ne sais pas si elle doit dire malheureusement ou heureusement. Jusqu'à présent, c'est encore dur pour moi de pouvoir l'accepter concrètement. Les impacts, pour moi, il y a positif et négatif. Côté négatif, je dirais, je ne peux pas l'annoncer à qui que ce soit, à part ceux qui me suivent, à part ceux avec qui les gens de l'association, je ne vais pas citer, je ne sais pas si j'ai le droit de citer. OK. Déjà, il y a Petit Bonheur, Action Traitement, Actop qui me suivent. Et franchement, je vous dis merci. Comme je l'ai dit, Impact ne peut pas le dire à qui que ce soit. Même pas à ma mère, ni personne. Et je ne peux même pas, côté relation, comme on a parlé de sexualité, c'est dur. Parce que tu peux pas... J'ai toujours cette crainte-là. Malgré que 3 mois après, on m'a dit que je suis indétectable, je suis contente, mais je ne peux pas. Je me dis que j'ai toujours ce côté de contaminer, même si c'est impossible. J'ai toujours ce côté-là pour contaminer. J'ai toujours ce côté-là de blesser quelqu'un. Ou même quand je vois qu'il y a du sang quelque part, instinctivement, je m'éloigne. Instinctivement, je ne sais pas pourquoi, mais je m'éloigne carrément. Côté positif, parce que je n'avais pas de repère dans ce pays-là. J'étais là depuis 2022. Je n'avais pas de repère ni nulle part où aller. Je ne connaissais même pas tout ce qui était documents administratifs, ce qu'il fallait faire. Je ne connaissais rien, absolument rien. Et c'est grâce à ces associations-là, aujourd'hui j'ai un toit où dormir. Aujourd'hui je suis dans la procédure et j'avance. Et vu là où je suis quittée et là où je suis maintenant, j'ai assez avancé. Mais au fond, je ne pense jamais que je pourrais dire à qui que ce soit un membre de ma famille que je suis infectée du VIH. C'est impossible pour moi. Merci beaucoup. Une deuxième, je vais regrouper les questions du coup. Pourquoi, Jean-Michel, pourquoi avoir choisi de devenir visible en tant que personne vivant avec le VIH? Et qu'est-ce que cela t'a apporté? Et surtout dans le contexte de la Guadeloupe dont tu parlais tout à l'heure. Alors, devenir visible, ça a été
Ça dépend des niveaux, ça dépend des périodes. Moi, par exemple, quand j'ai eu l'annonce, je l'ai dit à mes parents rapidement, très très vite. Et en fait, quand j'ai vu leur réaction, mon père, qui est plus bavard que moi, a perdu la parole, ma mère s'est mise à prier matin, midi et soir. Je leur ai dit 2 jours après que c'était une erreur, que le labo s'était trompé. Et là, ils m'ont dit « Ah, je savais bien ». 10 ans après, je leur ai révélé une 2e fois. Et là, ça n'a pas été la même chose du tout. Ah, alors c'était vrai. Mais pourtant, vous n'êtes pas malades, les enfants. Je parle de ma compagne et moi à l'époque. Vous n'êtes pas malades, les enfants? Ben non. Ah bon? Voilà. Donc moi, je n'ai pas de conseil à donner. Mais si tu ne fais pas de révélation, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est pas si grave que ça. Mais le fait de le dire des années après, c'est vraiment un autre impact. C'est différent. Enfin, c'est mon expérience. C'est peut-être pas celle de tout le monde, mais enfin, c'est différent. Voilà. Après, moi, j'étais invisibilisé, dévisibilisé, ça se dit, je sais pas si ça se dit, indirectement, en fait, de par mon engagement, hein, mes prises de position, que ce soit au Corrivi, j'étais vice-président du Corrivi pendant des années, j'ai fait des interventions à la radio, 1er décembre, etc. Donc, sans le dire forcément, après, au bout d'un moment, il y a recoupement. Enfin, les gens, ils se disent, ah ouais, attends, il n'y va pas comme ça, quoi. Il y a un truc derrière. Donc, sans le dire, je le disais. Voilà. Donc, quelque part, c'était de devenir invisible. Et souvent, les gens, après ces manifestations, ces témoignages, dans d'autres associations, etc., je me dis, mais alors, pourquoi tu milites là-dedans? Je lui dis, à ton avis, pourquoi? Ah, ok. Sans le dire, on le dit. C'est bizarre, hein, ce truc. Voilà. Et puis après, bon, sortir aussi de la visibilité, à un moment, c'était obligé. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai rencontré ma compagne actuelle, celle dont est issue la fille de la PME, au bout de 2 semaines, je lui ai dit, quoi. Je lui ai dit, voilà, ça passe ou ça casse. Hein. Mais enfin, bon, avant, j'avais cerné le truc, quoi. C'est-à-dire que j'avais sondé, savoir ce qu'elle pensait un petit peu de ces thématiques, du VIH, où elle en était là-dessus. Et quand j'étais rassuré, et quand j'ai vu que je pourrais faire un bout de chemin avec cette femme, je lui ai dit. Et la première chose qu'elle m'a répondu, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Je n'y crois pas. Tu plaisantes, on ne plaisante pas avec ça, arrête tes conneries, ça va. Et je lui ai dit, non, c'est vrai. Alors, si c'est vrai, elle m'a dit, waouh, si c'est vrai, mince alors, comment elle va faire pour avoir un enfant? Waouh, la calotte. Donc, après, on a trouvé la solution. Hein. Voilà. Donc, voilà, alors, la visibilité aussi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis visible. Alors, je suis visible ici, c'est bien parce que personne ne me connaît. J'ai pas de famille, j'ai des frères qui habitent ici, enfin, à Paris, voilà. Personne ne me connaît. En Guadeloupe, c'est un peu plus compliqué parce que le territoire est très petit. Et puis, en fait, il n'y a pas que moi, il y a toute ma famille, mes amis, mes enfants derrière moi. Et je ne suis pas certain qu'eux, ils pourraient... Alors, moi, j'ai une facilité avec ça, j'ai pas trop de soucis, j'ai de quoi répondre. J'ai un background qui permet de répondre à toutes les interrogations, même les éventuelles discriminations, etc. Eux, ils n'ont pas. Donc, en fait, c'est plus pour les protéger que protéger moi. Voilà. Je pense que si j'étais célibataire sans enfant, allez, voilà, je pense que ça serait peut-être plus simple. Mais c'est vrai que je suis la locomotive et j'ai les wagons derrière moi. Il faut y penser, quoi. Donc, c'est plutôt pour... Voilà. Donc aussi, alors, la dernière chose, pourquoi être visible au juge? Moi, j'ai 30 ans de cohabitation avec le VIH. J'ai toujours dit que le VIH ne prendrait pas ma vie. C'est qu'une infime partie de ma vie, je vous jure. Et plus je vieillis, plus ça descend. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Puisqu'à force de dire qu'on vit normalement, on vit normalement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et donc, ça a toujours une place. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'en fait, je suis comme président d'une association de lutte contre le VIH qui me prend pas mal de temps. Et je viens de dire que ça me prenait moins de place. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais enfin, c'est comme ça, quoi. Voilà, et donc moi, un peu dans les démarches, et depuis le départ, et c'était l'idée qu'on a créé cette association, c'était de transmettre un petit peu nos expériences. Donc là, aujourd'hui, 30 ans d'expérience. J'ai participé aux États généraux du mois de mai-juin. C'était magnifique. On a pu vraiment transmettre des choses, les anciens aux nouveaux. Et moi, je dis aux nouveaux, écoutez, c'est mieux. Oh, c'est mieux.
C'est sûr, ça. C'est mieux maintenant qu'avant pour les personnes atteintes du VIH. C'est un peu bête ce que je dirais, c'est jamais mieux. Mais bon, voilà, ça se passe mieux maintenant qu'avant. Il y a des traitements, cette maladie un peu plus... Il y a toujours encore de la discrimination, mais voilà, il y a une ouverture quand même. Voilà, il y a des associations qui existent. Ces personnes-là sont mieux armées que nous, les vieux dinosaures. Comme je dis, à l'époque, les vieux dinosaures, il y en a, j'en vois plein dans la salle. C'est mieux qu'à l'époque, c'était plus compliqué. Merci beaucoup, Jean-Michel. Kélia, du coup, une question pour toi. Tu disais que tu ne pouvais pas révéler ton statut. Pourquoi est-ce difficile d'être visible? Et est-ce que cette invisibilité donc, te pèse? Oui, ça me pèse énormément parce que déjà, moi, j'ai la famille ici ainsi qu'au pays. Et sans oublier que j'ai mon fils qui vient à peine d'avoir 10 ans. Donc, avant moi, j'avais mes tantes qui avaient ça. Et j'ai vu comment on les traitait. La première, elle s'est suicidée parce qu'elle n'a pas supporté le rejet. La deuxième, elle s'est laissée aller, elle ne prenait plus ses médicaments. Donc, le fait d'avoir grandi dans ce genre de famille, de contexte, je me dis que si ma famille sait que j'ai le virus du VIH, parce que eux, ce n'est pas le virus, pour eux, c'est le sida. Vu la campagne de sensibilisation qu'il y a chez nous, c'est le sida direct. Surtout, ma famille, elle est musulmane. Déjà, pour eux, c'est comme si je suis une prostituée. Désolée de le dire. Mais chez nous, pour les familles musulmanes, la majorité, c'est que tu étais prostituée, tu t'es promenée d'homme à homme, sachant que je suis bisexuelle. Ils vont le dire, et ils vont dire que c'est le karma, tu es la fille du diable et tout. Ça, je ne pourrais pas le supporter. Sans compter que mon fils, il va subir cela. Parce qu'ils vont lui rappeler à chaque instant, à chaque minute, que sa mère est CDN. Je ne pense pas que mon fils est prêt pour supporter cela. Ainsi que moi-même, en tant que mère, je ne pourrais pas moi-même. Parce que déjà, j'ai du mal moi-même à l'accepter. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive petit à petit à comprendre. C'est comme c'est une réinitialisation, vu que le VIH avant et maintenant, ce n'est pas pareil. Vu que dans mon pays et ici, ce n'est pas pareil, dans ma tête, c'est une réinitialisation que je suis en train de faire. Donc, ça pèse énormément. Et aussi, côté prendre le médicament, le traitement, quand je suis, par exemple, chez ma soeur, je dois mettre toute une stratégie en place pour pouvoir prendre mon traitement. Ce petit comprimé-là, je suis obligée de dire non, je dépose le téléphone, je fais exprès, je mets mon téléphone dans la chambre, je panique, mon portable, il y a l'heure à laquelle je dois prendre. Tout ça, c'est stressant et c'est pesant. Franchement, je sais, vous qui l'avez et vous qui êtes visible, franchement, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je ne sais pas si je pourrais. Le fait de penser un instant que ma famille va me rejeter, vont me traiter, je ne pourrais pas. Je préfère même me donner la mort que de vivre ça. Pour moi, c'est ça. Je ne peux pas. Merci pour ces témoignages très forts. Je vous invite à les applaudir. Et un grand merci à Kélia qui a témoigné pour la première fois. Bien sûr, merci Jean-Michel, mais un grand merci à Kélia. Oui, puis là, tu vois que tu n'es pas seul. Hein. On est là, il faut te battre. Tu vas te battre, tu le fais déjà. Enfin, voilà, le fait de dire aujourd'hui ça, tu vas voir que ça va te faire du bien. Et bon, on a ce qu'on appelle notre famille. On a aussi la famille choisie. Ben voilà, maintenant... il faut que tu penses aussi, il faut surtout penser à toi et il faut penser que tu as aussi autour de toi des gens qui vont pouvoir t'aider, quoi.